Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble l'action Visa, qui est selon moi une des meilleures actions en bourse que l'on peut acheter, que vous pouvez acheter et que j'ai acheté. Au moins ça, c'est dit. En toute transparence, je suis actionnaire de l'action depuis le 8 janvier 2024, très précisément. Et je me suis renforcé courant mai ou juin de mémoire. Donc j'ai à peu près 8%, un peu moins de 8% de mon portefeuille qui est uniquement dans cette action. Vous allez voir que c'est une société avec des marges de dingue. Elle est leader sur son marché. Elle verse un dividende qui est en croissance à 2 chiffres. Et bien évidemment, elle a en ce moment, on va le voir ensemble, une valorisation qui peut être intéressante, qui peut être attractive. Alors l'émission du jour, elle va se diviser en 4 points. Dans un premier temps, on va faire la petite présentation fondamentale, rapide et efficace de Visa, donc ses activités, ses avantages compétitifs et sa part de marché. Ensuite, nous verrons Visa contre Mastercard. On se plongera dans les chiffres de Visa et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et pour finir, nous verrons ensemble, grâce à une nouvelle méthode de valorisation, à quel prix j'achète l'action. Alors juste avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, vous devez faire vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. En tout cas, je ne vous conseille pas d'acheter Visa. Vous allez voir que ce n'est pas une mauvaise action, mais il faut que vous continuiez de chercher par vous-même. Voilà, maintenant que ça c'est dit, c'est parti. Grand 1, présentation fondamentale de Visa, ses activités, ses modes et sa part de marché. Alors, Visa a été fondée en 1958 en Californie, donc aux États-Unis, par Dee Hook. Son rôle à la société, c'est d'autoriser et de régler les transactions de paiement, les paiements transfrontaliers, donc étrangers, et de détecter des fraudes, et tout ça via son propre réseau de traitement de paiement qui est mondial. Et en échange de ça, Visa va percevoir des frais. Pour aller un peu plus loin dans son business model, Visa distingue 3 segments opérationnels. Le premier, ça va être le service de paiement. Ici, le principal moteur de croissance va être le volume des transactions, car leurs revenus sont directement liés à son réseau de paiement. Son deuxième segment, ça va être le traitement des données. Ce segment est principalement déterminé par le nombre de transactions traitées. Et puis, ça va être, donc, comme on a dit juste avant, les transactions internationales. Donc là, ce sont les revenus qui sont générés lorsqu'il y a des transactions transfrontalières ou des règlements de conversion de devises. Et le grand avantage de Visa, comme toutes les autres entreprises de services de paiement, pour continuer de croître, peuvent profiter notamment de plusieurs points. Premièrement, ça va être la disparition des espèces au profit des paiements numériques. Voilà, notamment avec le paiement sans contact qui fait, on peut payer maintenant une baguette 1 € en paiement sans contact. Les gens n'ont plus d'espèces. Mais forcément, ce n'est pas tout. Les sociétés peuvent aussi profiter du développement du e-commerce. Car les transactions ne sont plus réalisées de main à main. Maintenant, c'est vrai, on a tendance à plutôt aller sur, le site de Nike, Nike.com pour acheter ses Nike, que d'aller sur le magasin Nike où il n'y a absolument aucun choix à chaque fois. C'est vraiment terrible. Mais c'est pas tout. Les entreprises du même secteur de Visa peuvent profiter aussi du développement des pays émergents, avec des marchés en croissance et de nouveaux utilisateurs de cartes. Forcément, les pays émergents, avant, il y avait beaucoup de cash, beaucoup de cash, tout se faisait par cash ou par troc, etc., pour vraiment les pays pas très développés, on va dire vraiment en galère. Donc voilà, là c'est plutôt l'apparition des comptes bancaires, et forcément qui dit compte bancaire, qui dit carte bancaire, et Visa met sa petite épingle au jeu là-dedans. Et pour finir, Visa, Mastercard, etc. peuvent continuer d'innover, notamment sur la sécurité ou l'expérience utilisateur. Tout ça pour dire que Visa peut profiter de plusieurs tendances séculaires qui viendront booster sa croissance et ses revenus pendant encore plusieurs années. Alors, la tendance séculaire, pour ceux qui connaissent pas très bien le terme, c'est un mouvement de long terme qui va s'étendre sur plusieurs années ou décennies dans un marché, un secteur ou une économie, avec un objectif de changement structurel profond et durable. Tout ça pour dire qu'à la fin, on ne pourra pas retourner dans le passé, les choses auront définitivement changé. On l'a vu avec l'automobile, maintenant on n'utilise plus la charrette pour aller de ville en ville, on utilise la voiture et on ne retournera jamais comme c'était avant. A contrario des cycles économiques qui, eux, sont plus courts. On le connaît par exemple dans l'économie des semi-conducteurs. Ce sont des cycles d'à peu près 3-5 ans. Et après, ça va se calmer, etc. Ça va repartir. Bref, c'est vraiment très cyclique et des petits cycles, tout simplement. Donc, quelques années.
Et pour vous donner d'autres exemples de tendances séculaires, eh ben, il va y avoir la transition numérique, avec notamment l'essor du e-commerce ou du cloud, par exemple, les énergies renouvelables, le développement de nouvelles énergies, donc l'éolien, le solaire, en veux-tu, en voilà, et notamment aussi le vieillissement de la population dans les pays développés, ce qui peut amener notamment certains problèmes au niveau de la retraite, hein. Qui paye les retraites? Plus il y a de vieux, voilà, plus il faut débourser de l'argent. Donc, tout ça, ce sont des tendances séculaires. Et je pense que vous l'avez sûrement compris, vous allez le voir, c'est de plus en plus flagrant par la suite, mais Visa est une société qui possède plusieurs avantages concurrentiels, plusieurs modes. Le principal va être sa grande barrière à l'entrée. Pour un nouvel entrant, c'est quasiment impossible de venir secouer son écosystème. Visa, c'est plus de 4 milliards de titulaires de cartes et plus de 130 millions de commerçants qui l'acceptent en moyen de paiement dans le monde, ce qui est vraiment colossal. Et forcément, après tout ça, il y a un lien de confiance solide qui s'est installé entre l'utilisateur et la société. Car d'un côté, ils vont faire confiance à Visa pour être payé lorsque quelqu'un paye avec une carte Visa, et le client, lui, fait également confiance à Visa pour que son argent soit en sécurité et que personne ne vole ses petits deniers. Et parmi les autres avantages compétitifs, parmi les autres modes, on peut trouver la marque de confiance, comme je vous l'expliquais juste avant, et le fameux effet réseau. Alors vous le savez, quand j'analyse une société, je veux connaître ses parts de marché, parce que ça veut dire énormément. Et pour Visa, c'est du solide, voire même du très solide, car elle détient 57% des parts de marché dans le monde, ce qui en fait la première entreprise de services de traitement de paiement, juste devant son principal concurrent, Mastercard, qui est à 43%, donc quand même un peu en dessous, il y a quelques points de différence. On a parlé de Mastercard, c'est parti, grand 2, Visa contre Mastercard, le choc des titans. Et oui, vous le savez, il n'est pas possible de parler de Visa sans invoquer Mastercard. Ils forment sur leur marché un véritable duopole, c'est vraiment, je pense, même le duopole de référence. Visa, c'est 32,6 milliards de chiffre d'affaires en 2023, 212,6 milliards de transactions effectuées en 2023 selon Capital One, donc c'est vraiment énorme, tandis que Mastercard, lui, a généré 25 milliards de chiffre d'affaires la même année et a généré 143,2 milliards de transactions qui ont été effectuées en 2023, et là ce sont les chiffres de Mastercard. Ce qui est vraiment colossal, les deux c'est vraiment impressionnant, mais quand même on voit que Visa est bien au-dessus en termes de nombre de transactions et même en termes de chiffre d'affaires. Leurs services, on est d'accord, ils sont relativement identiques et leurs chiffres sont particulièrement excellents. On peut comparer leur ROIC, le retour sur le capital investi, qui est en augmentation avec 54,80% pour Mastercard et 31,78% pour Visa. Et puis bon, comme vous le voyez à l'écran, il y a le vilain petit canard American Express qui lui est un peu en galère avec son ROIC qui stagne à 12%. Alors c'est pas mal, hein. Il y a des sociétés qui adoraient avoir ça, mais dans ce secteur-là, c'est pas dingue. Un bon point pour Mastercard va être la croissance de son chiffre d'affaires qui est plus rapide que Visa. La croissance est toujours au-dessus de 10% entre les différents trimestres pour Mastercard, alors que Visa aura une croissance plus faible qui oscille à peu près entre 8 et 11%. Mais bon, vous le savez, la croissance, ça se paye, car historiquement, Mastercard a souvent, et c'est encore le cas maintenant, a été valorisé à des multiples bien supérieurs que Visa. Mastercard a un PER actuel, comme vous le voyez à l'écran, de 37,68 et son PER sur 10 ans est de 36,33. Tandis que Visa, elle, a un PER aujourd'hui qui est aux alentours de 30 et un PER sur 10 ans où elle se négociait à 32. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce sont les seules sociétés à avoir une note supérieure ou égale à 19 sur 20 dans le screener de qualité. On va retrouver dans le podium Mastercard, Visa et Microsoft, elle est partout. Grand 3, les chiffres impressionnants de Visa, et pour ça, on se retrouve dans l'application EcoInvest. Comme d'habitude, vous avez 10% de réduction sur l'abonnement, sur votre abonnement annuel ou mensuel. Profitez-en, voilà, n'hésitez pas à passer par le petit lien en bas dans la description. C'est parti pour l'analyse de Visa quantitative. Donc on va se mettre directement en total return et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc là déjà on voit sur le graphique à 5 ans, elle a un CAGR de 9,68%, ce qui est en deçà des 15,99% du S&P 500. La linéarité est de même, elle est un tout petit peu inférieure à celle du S&P 500.
Mais par contre, on voit, et c'est ça qui m'a vraiment impressionné, je pensais que Visa surperformait allègrement le S&P 500, mais en fait non, depuis 2020, ouais, depuis fin 2019, eh ben, ça a toujours été en dessous de l'indice de référence, ce qui est un peu dommageable, mais par contre, on voit sur 10 ans, là, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, c'est la preuve que c'est une entreprise qui s'achète sur le long terme. D'ailleurs, comme toutes les entreprises, s'achètent et doivent s'acheter sur le long terme. Parce que vous voyez quand même qu'il y a la différence est vraiment colossale avec Visa qui a surperformé le S&P 500 avec une performance de 451% contre 249 pour le S&P. Alors, on va se pencher un peu dans les chiffres maintenant, parce que bon, c'est pas tout du fondamental, mais on aime bien les chiffres, ça veut dire beaucoup, et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus avec cette entreprise. On voit que le ROIC sur 10 ans, donc médian, a 19,2% de performance et est monté sans cesse, en passant de 21 à 27% l'année dernière, ce qui est vraiment une très belle augmentation croissante, et c'est ce qu'on cherche, c'est tout simplement ce qu'on cherche. Le ROCE, pareil, il est passé de 24% à 34%. Le ROE, lui, est vraiment une très belle augmentation de 18 points, en passant il y a de 10 ans à 30 pour arriver à 48%, ce qui est vraiment colossal. Alors pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires, on voit sur 10 ans, 5 ans et 1 an, la croissance n'a pas non plus augmenté énormément, passant de 13% à 12,6%, donc on va dire qu'elle a quasiment rien fait. Alors, on va pas être non plus méchant avec Visa. Oui, elle est faible, elle n'est pas énorme, on va dire, mais ça peut s'expliquer notamment parce que la société évolue dans des marchés qui sont matures. 43% de son chiffre d'affaires, 43% de ses revenus sont générés en Amérique du Nord et une très grande partie, j'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que c'est une très grande partie, vont être générés en Europe, donc des marchés vraiment matures. Leurs clients sont bien établis, ils vont avoir déjà une ou deux cartes, ils ne vont pas en acheter deux autres dans les 2 ans qui vont arriver. Voilà, donc ça peut s'expliquer pour cette raison. Le dividende, c'est très bien. Le dividende, une augmentation de 16 ans avec une belle augmentation de 18, on est passé à 16. Donc c'est plutôt très 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 bien. Les marges, on va voir ça juste après dans l'onglet quantitatif. Ce que je fais, c'est que pour mes analyses fondamentales, je vais utiliser le rapport annuel et les Nikkei ou comment dire les présentations aux investisseurs, mais je reste vraiment sur je sais pas, l'entreprise X, rubrique investisseur. Voilà. À chaque fois, je fais ça. Il y aura toutes les informations. Donc maintenant, je m'embête plus à aller sur 800 sites différents. Et pour la partie quantitative, je vais directement sur l'application Equinvest. C'est beaucoup plus simple et vous avez toutes les données qui sautent aux yeux, pas besoin d'aller les fouiller pendant 8 ans non plus. Je suis pas quelqu'un qui va avoir besoin de 800 ratios forcément pour acheter une entreprise. Je pense que vous voyez, là par exemple, il y a de la croissance, sauf l'année 2020, mais vous savez, le Covid. Mais sinon, la croissance est vraiment là. Au bout d'un moment, il n'y a pas non plus besoin d'aller voir 800 choses différentes. Le free cash flow par action, il est en augmentation. On est passé de 2,65 dollars en 2014 à 9,6 dollars en 2023, ce qui est vraiment une très belle augmentation des free cash flow de façon régulière, sauf la petite baffe en 2020, mais bon, c'est normal, on va pas leur en tenir rigueur. Le retour sur capitaux, bon, honnêtement, c'est excellent. Vous voyez l'amélioration, on peut prendre n'importe quel ratio. Le ROE en 2014, il était à 19,83 et il est passé à 44,59. C'est colossal. Pareil pour le ROC. Le ROC, vous voyez, c'est le point du milieu. En jaune, on est passé de 23,63, ce qui est un très bon ROC déjà. On va pas se mentir là-dessus. Et on est passé à 31,15. C'est colossal, c'est vraiment colossal. Mastercard et Visa, ce sont des purs players de la marge. Il y a du pricing power. Ils peuvent augmenter les prix sans baisser leur chiffre d'affaires. Voilà, ils conservent des clients en augmentant les prix. D'ailleurs, ils prennent une procédure actuellement où je tourne la vidéo par le régulateur américain, justement pour monopole et pour problème pas de marge, mais comme quoi ils ont augmenté les prix beaucoup trop à leurs clients. Vous voyez que la marge brute, elle est énorme. La marge nette, on est à 52% de marge nette. Pour 100 euros au total, à la fin dans leur poche, il reste 52 euros. C'est énorme. 100 euros de chiffre d'affaires, à la fin, il reste 50 euros dans leur poche. C'est colossal, c'est colossal. Et avec un CAPEX qui est vraiment light, avec un CAPEX de 7,6 en 2014, qui est en diminution à 5 de CAPEX en 2023. Voilà, donc pas beaucoup d'investissement,
beaucoup de retours aux actionnaires. Que dire de plus? Les actions en circulation, elles sont en diminution. On était à 2,5 milliards d'actions en circulation en 2014 pour passer à 2 milliards en 2023. Donc 500 millions d'actions qui sont parties en rachat. C'est exceptionnel les amis. La dette, il n'y en a pas. 0,59, 0,95 de dette, pardonnez-moi, c'est absolument insignifiant. Et là pour le pic, on était à 1,62. Je peux vous dire que je suis investi dans des boîtes où la dette, on est sur des niveaux beaucoup plus hauts. Beaucoup plus hauts. Bien évidemment, des niveaux en deçà de 3 de dette sur EBITDA. Voilà, je ne m'intéresse pas à des entreprises avec des niveaux de dette plus élevés que ça. Et les dividendes, parce que Visa en 2014 versait 0,40 cents à ses investisseurs et maintenant elle verse 1,83 dollars à ses investisseurs, ce qui est vraiment une très belle augmentation en 10 ans. Et j'avais noté sur les 12 derniers mois, c'est 12 milliards de dollars qui ont été utilisés pour racheter des actions. 12 milliards, c'est beaucoup. Voilà. Pas toutes les entreprises du S&P 500 font ça. Et quasiment 4 milliards de dollars qui sont partis en coupons, donc en dividendes pour 2023. Donc c'est une boîte qui est vraiment tournée vers ses actionnaires. Grand 4, à quel prix j'achète Visa? Et pour ça, je vais utiliser une nouvelle méthode de valorisation, le Forward Free Cash Flow. Alors, partez pas en courant, vous allez voir, c'est vraiment simple d'utilisation. Il y a 3 paramètres, si vous voulez, pour que ça se calcule, parce que tout va être automatique dans l'application IQ Invest. Donc encore une fois, faites-vous plaisir. N'oubliez pas, il y a 10%. Et j'avais découvert cette méthode de valorisation. En gros, c'est un espèce de DCF plus simple, parce qu'il y a moins de paramètres à rentrer pour avoir la réponse. Mais j'avais découvert ça quand j'avais lu le livre de Long Equity. D'ailleurs, je vous le recommande vraiment, Long Equity Investor Quality. On en avait fait un podcast avec Hugo du Cafrantable. Donc voilà, après la vidéo, vous mettez un like et un commentaire et vous allez regarder vraiment le podcast. À la fin, vous allez avoir envie d'acheter le livre, c'est sûr. Le Forward Free Cash Flow, qu'est-ce que c'est? C'est une estimation des free cash flow per shares qu'une entreprise devrait générer à l'avenir. Ça va nous aider, nous les investisseurs, à évaluer la capacité future de la société à générer du cash après avoir couvert ses dépenses en CAPEX. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce qu'il existe une corrélation, vous le savez, entre la croissance des free cash flow per shares et la croissance du cours d'une action. Alors ensuite, comment interpréter le forward free cash flow? Et là, c'est très simple, il faudra partir du principe où plus il est élevé, plus l'entreprise serait capable de croître et donc de créer de la richesse à ses actionnaires. Alors attention, ce sont des estimations, on ne peut pas prédire l'avenir, mais vous allez voir ensemble que ça peut être très intéressant. Donc on arrive dans la rubrique des paramètres, il va y en avoir 3 à changer, ça ne va pas vous prendre 8 ans, et soit vous utilisez les free cash flow par action, ce que j'utilise personnellement parce qu'on ne peut pas trafiquer des free cash flow, chose que dans les EPS, dans le résultat net, on peut. Malheureusement, il y a quand même des petites touches comptables, des petites choses maison que l'on peut faire pour embellir la situation, mais bref, on va pas en parler dans la vidéo. Soit vous utilisez les free cash flow par action, donc avec le free cash flow sur 10 ans et 5 ans, et le price to free cash flow, soit à l'inverse, vous utilisez les EPS, donc les earnings per shares, donc le bénéfice par action, les BPA, et le PE, donc le PER. Voilà, donc nous on va se concentrer plutôt sur les free cash flow par action, mais le résultat est plutôt identique, et c'est vraiment à votre convenance. Donc là, ce qu'il faudra faire, ça va être une croissance qui est prévue. Il faudra indiquer ici la croissance qui va être prévue. Et on voit, les free cash flow sur 10 ans, on était à 20,8% et les free cash flow sur 5 ans, on était à 14,5%. On voit, ça a tendance à diminuer. Moi, j'ai toujours tendance vraiment à jouer la sécurité au maximum, surtout quand on parle de mes sous. Donc moi, je pense que je vais mettre 14, ça me paraît pas mal parce que c'est en... On va jouer la sécurité. On va mettre 14. Et pour le multiple final, forcément, il faut voir. On est en diminution du multiple final. Je pense qu'à la fin, on devrait arriver à peut-être un 25 ou 28. Je pense que 28 parce que elle a quand même, comme on a dit, de quoi prospérer par l'avenir. Donc, elle a tendance à forcément toujours avoir quand même pas mal de croissance et d'attrait pour les investisseurs. Bref.
Et là, ça va nous calculer quelque chose de très intéressant. Et c'est parti pour l'interprétation. Donc ici, si j'achète Visa à 269 $ et que j'applique une croissance prévue, enfin une croissance de 14% des free cash flow par action, et un multiple final de 28, et ben mon CAGR, mon prix final sur 5 ans plutôt, serait de 518,74 $. Donc là on voit que ce sont les free cash flow de l'année 2023 à 9,62. Et si ces paramètres sont remplis, et ben tout simplement il devrait y avoir un free cash flow par action projeté, donc potentiel, ce n'est vraiment pas sûr, à 18,52. Et forcément, s'il y a un free cash flow en augmentation à 18,52 $ en 2028, et ben le cours de l'action devrait augmenter proportionnellement, plus ou moins, à 518 $. Donc, il y aurait un CAGR estimé sur 5 ans de 13,97%. Et là, si vous regardez bien, il y a 3 autres lignes ici. Le prix juste, le CAGR prix juste 5 ans et la marge de sécurité. Alors, pour le prix juste, comment il faut l'interpréter? Bah, tout simplement, à combien il faudrait payer l'action pour obtenir 12% de CAGR grâce au prix juste. Et bien, vous voyez, pour avoir un CAGR de 12%, il faudrait l'acheter vraiment dernier délai à 294 $. Pourquoi 12%? Bah parce que ça va être la moyenne, la croissance à peu près moyenne du S&P 500 sur ces 10 dernières années, même un peu plus. Voilà, donc j'ai envie de dire, si c'est en deçà de 12%, bah, achetez plutôt un ETF S&P 500 plutôt que d'acheter une action qui aura une croissance en dessous de la croissance du S&P 500 en moyenne. Et la marge de sécurité, bah, ça va être la différence entre le prix actuel, donc les 269 $, et le prix juste, donc 294 $. Donc chaque année, ensuite, bah, il faudra voir si la thèse a été respectée. Si là, par exemple, bah, en 2024, je vais voir si Visa a généré 10,96 $. En 2025, il faudra voir si elle a généré 12,50 $ de free cash flow par action, et ainsi de suite. Et normalement, bah, si les free cash flow par action augmentent comme c'est prévu, le cours de l'action devrait augmenter de la même manière. Voilà, c'est comme ça que l'on peut valoriser une entreprise de façon assez juste. Donc voilà, c'était mon petit point sur Visa. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Moi, ça m'aide énormément. Je vous remercie, on est passé le cap des 1000 abonnés. Donc merci vraiment beaucoup, ça m'aide et ça fait que m'encourager. Voilà, donc à vos recherches et surtout, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao!